La porte-parole du chef de l'État, Tuna Salama, a apporté mercredi des précisions sur les contours de l'accord de Washington, dont la signature est prévue ce jeudi 4 décembre entre le président Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame. S'exprimant lors des briefings, elle a affirmé que le processus lié à l'intégration des combattants ne sera pas de manière automatique, a-t-il déclaré. Tous, en tout cas, mesdames et messieurs de la presse, d'être venus en un temps très très court. Donc, comme l'a dit le ministre de la Communication, nous sommes là en tout cas aujourd'hui pour vous présenter avec précision, transparence et surtout responsabilité la portée politique, sécuritaire, économique, mais surtout historique des accords de Washington, des accords parce qu'il y en a beaucoup, donc signés tout d'abord par la République démocratique du Congo, les États-Unis et la République du Rwanda. Alors, ce qui est important d'abord de dire, de souligner tout de suite, c'est que ces accords représentent ce que nous appelons une sorte de full package, une sorte de paquet assez cohérent. Donc, premièrement, avec ces accords, c'est mettre fin au cycle de guerre à l'est du pays. Pourquoi nous parlons des cycles de guerre? C'est que c'est une guerre qui date depuis très longtemps. Ça fait 30 ans quand même que nous sommes dans ces cycles de violence. C'est pas un seul conflit. Donc, on veut vraiment, on espère qu'avec ces accords, on va pouvoir mettre fin à ces cycles de violence dans la partie est du pays. Alors, deuxièmement, ce qui nous intéresse, c'est que nous voulons reprendre le contrôle de nos ressources naturelles. Parce que vous savez qu'on parle aujourd'hui du génocide, donc un génocide qui est lié sur des gains économiques, nos ressources économiques ou naturelles. Donc aujourd'hui, si nous avons la guerre, on le sait tous, ce n'est plus un secret, c'est parce que la RDC c'est un pays riche et qu'il y a des pays qui ont voulu, qui veulent, qui le font même, mettre la main basse sur nos minerais. Et ensuite, pour le président de la République, pour le gouvernement de la RDC en tout cas, c'est transformer ces ressources, nos richesses en tout cas, en emploi. Donc infrastructure. Et là, nous parlons de la prospérité pour les Congolais. Il est temps, en tout cas, que nos richesses puissent profiter à la population congolaise. Alors Tina, vous allez continuer. Je pense qu'on a prévu une petite partie traduction pour... On a oublié les traductions. Et donc, plusieurs mois, dont une étape décisive, vous le savez, a été franchie en juin dernier, avec la signature des accords des principes par les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda. Et donc, aujourd'hui, on va dire demain, à l'étape donc actuelle, les chefs d'État viennent confirmer, ou ce que vous dites dans vos termes, entériner en tout cas, au plus haut niveau politique, une orientation stratégique assumée. Donc rompre, comme je viens de le dire, avec le cycle des violences, restaurer pleinement la souveraineté nationale et engager la RDC sur la voie d'une prospérité durable fondée sur une paix vigilante et la transformation locale de nos ressources. Voilà. Alors pourquoi ces accords? Pourquoi maintenant? C'est une question que beaucoup de gens se posent. Depuis plus de 30 ans, vous le savez, vous suivez peut-être de près l'histoire de la République démocratique du Congo. Depuis donc plus de 30 ans, 3 décennies, le Congo supporte un coût humain et économique insoutenable. Conflits récurrents dans la partie est du pays, déplacement massif des populations, affaiblissement de l'autorité de l'État dans certaines zones, économie de guerre entretenue par l'exploitation de nos minerais, l'exploitation illicite de nos minerais, pertes humaines innombrables et quelque chose qu'on ne dit pas assez souvent, des traumatismes profonds de la population, mais également la destruction de nos infrastructures. Et la leçon à tirer, très claire pour nous en tout cas, sans paix durable à l'Est, aucun développement n'est possible. Pas de stabilité, pas d'industrialisation, pas d'investissement massif, pas d'intégration régionale crédible. Donc la paix pour nous, ce n'est pas une concession, elle est la condition préalable à tout développement. Et en tout cas, pour conclure ce qu'il vient de dire, c'est que le cadre d'intégration économique régionale et le partenariat que nous aurons avec les États-Unis d'Amérique prennent donc appui sur l'accord de paix. Donc d'abord la paix, ensuite l'économie. Comme vous le savez, nous avions demandé en tout cas qu'on puisse commencer par les accords de paix pour aboutir ensuite à l'accord économique. Et vous avez suivi tout récemment dans l'actualité, c'est que la RDC a conditionné la signature de l'accord économique parce que nous nous disions d'abord, la paix, c'est tout préalable. C'est vraiment quelque chose qui doit commencer avant que nous puissions parler de l'accord économique. Et donc, la paix, ensuite, l'économie.
L'accord de paix RDC-Rwanda, un cadre d'intégration économique régionale et ensuite, ce qui est très intéressant également pour nous, c'est ce partenariat stratégique RDC-USA sur les ressources, l'énergie et les infrastructures. Alors, je vous explique brièvement ce que nous attendons de chaque accord. D'abord, le sens profond de l'accord de Washington. Cet accord poursuit pour nous 3 objectifs centraux. Mettre fin à la spirale des violences dans la partie est du pays, restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, tarir, ça on ne le dit peut-être pas assez, tarir les financements de la guerre en coupant les circuits illicites des minerais. Alors concrètement, l'accord prévoit un retrait intégral, encadré et vérifiable des forces étrangères conformément au CONOPS. L'accord instaure un mécanisme conjoint de coordination sécuritaire qui est chargé de superviser le retrait, le désengagement du M23 et la neutralisation des FDLR. Renforce également la coopération sécuritaire tout en plaçant la RDC au centre de tous les dispositifs de suivi. Okay. Bon, ce que vous devez savoir en tout cas, et c'est très important pour nous, RDC, c'est que cet accord ne légitime aucune occupation étrangère. Il organise précisément sa fin. Donc, dans le cadre du droit international, des instruments de l'Union africaine, également de la résolution 2773 du Conseil de sécurité. Alors, je voudrais en tout cas, concernant la souveraineté nationale, lever toute confusion. Il y a eu quand même des questions peut-être assez légitimes. Les accords ne cèdent aucune portion du territoire national. Les accords ne transfèrent aucune souveraineté à un autre État. Les accords n'accordent aucun droit de propriété sur les ressources naturelles de la RDC. Au contraire, les accords réaffirment 1. La pleine souveraineté de la RDC sur son sol et son sous-sol, le contrôle exclusif de l'exploitation et de la transformation de ces minerais, la primauté du droit congolais sur tout mécanisme de coopération. Les partenaires, eux, apportent technologie, investissement, des accès, des marchés stratégiques, mais la décision stratégique reste congolaise. C'est cela que nous appelons notre souveraineté minérale. Repose sur 3 principes fondamentaux. Une paix, ou on va dire la paix comme prérequis absolu, le respect strict de la souveraineté de chaque État, une coopération pragmatique, équitable et conditionnée au respect des engagements sécuritaires. Donc en gros, le CIR vise à remplacer l'économie de contrebande sur une économie légale et régulée. Sécuriser les chaînes d'approvisionnement, transformer les zones de conflit en pôles d'opportunités économiques, mais également protéger les communautés locales, notamment les mineurs artisanaux. Le partenariat stratégique RDC-USA, qui est structuré en 17 articles, constitue un catalyseur majeur de transformation économique. Il vise à valoriser localement les minéraux stratégiques, à créer des emplois qualifiés et des chaînes de valeur industrielles, à accélérer des projets structurants qui existent déjà, tels que le corridor de Lobito, le Grand Tinga, renforcer les infrastructures énergétiques et logistiques, former, parce qu'il y a un aspect formation, former, on va dire, des ingénieurs, par exemple, des gestionnaires, des cadres techniques et des institutions nationales. Alors, grâce à ce partenariat avec les États-Unis d'Amérique, la RDC va devenir un pôle énergétique continental, une sorte de hub logistique stratégique, mais également un acteur incontournable des chaînes d'approvisionnement en minerais critiques. Cette mise au point a été faite à la veille de la signature de l'accord, présenté comme une étape supplémentaire dans les efforts diplomatiques engagés pour tenter de réduire les tensions persistantes entre la République démocratique du Congo RDC et le Rwanda. Elle vise également à clarifier les spéculations autour d'éventuelles dispositions sécuritaires contenues dans les documents. La présidence insiste sur le fait que les mesures qui a découlé répondront aux impératifs de sécurité nationale et au respect des procédures établies au sein des forces armées de la République démocratique du Congo.
D'une séance de travail organisée ce lundi 1er décembre à l'intention de la délégation de la présidence de la République démocratique du Congo au département d'État américain, l'administration américaine a confirmé la signature ce jeudi 4 décembre à Washington de l'accord de paix par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo et Paul Kagame du Rwanda. Les deux chefs d'État sont d'ailleurs attendus sur le territoire américain ce mardi 2 décembre. Selon le programme officiel du département d'État, la cérémonie historique va se dérouler en 2 temps et toutes les parties se sont accordées sur le détail protocolaire du programme qui devrait durer en tout 1h30. La première étape se déroulera le même jeudi 4 décembre à 11h à la Maison-Blanche. Le président américain Donald Trump va accueillir ses hôtes respectivement à 11h pour le président du Rwanda et 11h10 pour le président de la République démocratique du Congo avant de les convier à une rencontre trilatérale d'une dizaine de minutes dans son bureau ovale de la Maison-Blanche. Les protocoles ne prévoient pas à ce stade de prise de parole des deux chefs d'État. Seuls les ministres des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo et du Rwanda accompagneront les deux chefs d'État dans les bureaux du président américain. La signature de l'accord proprement dit aura lieu à l'USIP, United States Institute of Peace, l'Institut pour la paix des États-Unis d'Amérique. Pour marquer les caractères solennels et historiques de cette signature, 8 chefs d'État ou leurs représentants y sont attendus en qualité de témoins de cet accord, en plus du président Donald Trump. Il s'agit des dirigeants de l'Angola, du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Togo, du Qatar, des Émirats arabes unis et du président de la Commission de l'Union africaine. En leur présence et devant les caméras du monde entier, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame vont apposer leur signature sur l'accord de paix, les mêmes documents qui avaient été signés le 27 juin dernier par le ministre des Affaires étrangères des deux pays. Par cet acte, les deux chefs d'État entérinent ces documents, qui est un instrument international de paix formel et juridiquement contraignant, conclu entre les deux États souverains sous les bons offices des États-Unis d'Amérique et en présence des représentants du Qatar et du Togo en qualité de facilitateurs. Il est prévu, à l'issue de cette cérémonie, les déclarations publiques de président Trump, Paul Kagame et Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À ce stade, on peut donc dire que la signature de cet accord est irréversible.